Voilà. Alors, donc, je pense que beaucoup d'entre vous se rappellent ce qui s'est passé le 14 juillet à Nice. Et vous savez qu'il y a une personne qui a pris un camion de livraison, un gros camion, et qui est allé sur la promenade des Anglais. Pour ceux qui connaissent Nice, la promenade des Anglais, c'est ce lieu, donc il porte bien son nom. Enfin, maintenant c'est plus des Anglais, c'est tout le monde, c'est tous les touristes. Mais c'est une promenade sur le bord de la mer, et c'est là où vraiment, enfin, c'est un lieu de rencontre de Niçois. C'est vraiment un lieu extrêmement symbolique qui longe la mer. Donc c'est un endroit très beau. Et évidemment, le soir du 14 juillet, c'est de là que sont tirés les plus beaux feux d'artifice, et que l'essentiel des gens qui sont sur place se réunissent donc sur les plages pour voir dans le grand ciel noir des nuits de juillet les feux d'artifice. Et ce soir-là, donc les feux d'artifice sont tirés, beaucoup de gens marchent sur la promenade des Anglais, et un camion déboule à pleine vitesse sur la promenade des Anglais, donc sur la partie piéton, sur le trottoir, quoi, si vous voulez, sur la partie piéton. Et là, donc, le but, c'était de rafler le plus de personnes possible, et vous connaissez tous le résultat de la chose. Il y a eu 86 morts, peut-être encore plus depuis, parce que vous savez que la délimitation entre blessés d'un jour et morts du lendemain, elle n'est pas franche, quoi. Et plus de 450 blessés. Donc, je sais plus exact, parce que le chiffre a été en évolution constante, près de 500 blessés. Et vous savez qu'après, donc, vous imaginez bien, donc vous avez vu les images sont extrêmement choquantes, et vous savez que qui emmène qui au 14 juillet, c'était des familles, des couples d'amoureux, de tous âges, et beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados, beaucoup de groupes d'adolescents, etc., etc. Et donc ça a été vraiment, j'imagine que vous l'avez senti passer, ça a suscité une émotion énorme. Évidemment, passer l'émotion première, si encore on peut penser qu'elle peut passer, il y a eu cette enquête sur la personne qui avait perpétré cette tuerie, cet attentat. Cet attentat qui a été revendiqué par Daesh. Et là, c'est ce qui m'intéresse, en fait, de voir avec vous, c'est quel est le rapport avec ces mecs, j'allais dire ces nanas, mais pour l'instant, c'est quand même quelque chose de très masculin. Peu importe, en tout cas, quel est le rapport entre les gens qui font ces attentats et Daesh. Et en fait, c'est là que le raccourci est médiatique, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est de dire, il y a un gros ennemi, il y a quelque chose d'horrible qui se passe, c'est l'État islamique, c'est Daesh, etc., etc. On va voir ce que ça veut dire, tout ça. Alors qu'en fait, entre certaines personnes qui commettent ces attentats et ces crimes, et la revendication par Daesh, il y a un monde. Et l'attentat de Nice, je parle de celui-là, vous savez qu'il y en a eu plein, il y a eu Barcelone, il y en a eu plein d'autres. Je parle de celui-là parce qu'il est particulièrement symbolique, parce que si vous regardez un petit peu qui est à l'origine de ces attentats, de cet attentat, c'est une personne qui était convertie à l'islam depuis 2 semaines. Voilà. Donc, si vous voulez, toute l'idée de Daesh qui soulève le cœur des gens, les appels au djihad, etc., etc., les bons musulmans, machin, etc. Là, on a un néo-converti depuis 2 semaines. Et on peut se dire, quand vous regardez un petit peu la biographie de la personne, après, je suis pas spécialiste de cette personne, donc je veux pas me cultiver des idées reçues non plus. Mais apparemment, c'était une personne qui était en souffrance, quoi, quelqu'un qui avait, qui était séparé de sa femme, qui avait été violent avec elle, qui menait une vie, d'occidental, on va dire, mais d'occidental déchu. Et donc, on peut se demander dans quelle mesure la haine individuelle, si vous voulez, même pas la haine, parce que ça, je trouve que c'est un terme médiatique, mais la frustration individuelle a rencontré finalement une cause quasi inespérée. C'est-à-dire que, si vous voulez, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quel point l'appel au djihad façon Daesh ne donne pas l'opportunité à des gens qui auraient passé leur vie à se bourrer la gueule dans leur salon parce qu'ils sont dépressifs et qu'ils ont une vie qui se passe pas bien, quoi, de désespoir, quoi, ou qui se seraient suicidés, ou qui auraient, comme c'est arrivé dans l'actualité, dans les faits divers, qui auraient tué leurs femmes et leurs enfants pour se suicider après. Si vous voulez, ce genre de personne peut rencontrer l'opportunité de mourir en héros avec une espèce de garantie genre Paris de Pascal 2.0,
Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est le pari de Pascal, mais c'est le fait, je caricature, mais c'est le fait de dire, bon, bah, puisqu'on ne sait pas si Dieu existe, autant y croire, puisque ça nous ouvre les portes du paradis, en gros, enfin, c'est l'idée de la vie éternelle, de la protection divine, donc tant mieux. Bon, bah, si je dis un pari de Pascal dévoyé façon 2.0, c'est l'idée de se dire, bah voilà, au lieu de mourir seul comme un rat, en ayant commis un crime et de faire d'alimenter la colonne fait divers, pourquoi j'irais pas au paradis? Pourquoi pas? Voilà, moi je sais pas si je prends la personne ne sait pas si elle y croit ou pas, mais finalement ça se tente. Et puis ne pas faire juste la colonne fait divers et avoir ruiné la vie de 3 personnes, mais donner un corps politique à sa cause et faire la une de tous les médias du monde entier, comme ça a été le cas pour l'attentat de Nice. Voilà. Et donc, outre ce cas particulier, je pense que c'est la question clé qui est posée ici. C'est ok, ces attentats sont revendiqués par Daesh, mais après, la ligne de, si vous voulez, le lien réel qui unit la personne qui a commis ces attentats à tout ce qu'il y a derrière l'État islamique et tous les clichés qu'on met dessus et toute la propagande qu'elle véhicule, bah, en général, il y a un monde, quoi. Et le problème, c'est que les médias, comme les médias ont beaucoup changé, c'est plus tant l'idée du 4e pouvoir et des trucs comme ça, on pourra en reparler. Mais comme l'idée, c'est d'être dans l'émotionnel, etc., prendre le temps de dire que cette personne, oui, bon, bah voilà, qui elle était, avant de dire, Daesh a revendiqué l'attentat, vous comprenez que, dans la sphère médiatique, il y a une espèce de relais qui cautionne, en fait, ce lien que je trouve très, très, très friable, en fait, entre Daesh et ceux qui effectuent des attentats terribles, quoi. Voilà. Alors, je suis partie de là, et maintenant, il y a quelqu'un qui, dès 2004, avait alerté les autorités en disant « Attention, il y a quelque chose de très nouveau qui se passe dans le terrorisme, et il faut que vous soyez vigilants. » Cette personne, c'est un politiste historien du Moyen-Orient, il s'appelle Gilles Kepel. Vous l'avez peut-être vu, parce que depuis il est très très médiatisé. Si vous voulez, avant il avait des titres d'ouvrages qui étaient très universitaires et maintenant c'est Terreur sur l'Hexagone et tout, donc ça c'est la contrepartie de la médiatisation. Et donc vous l'avez peut-être croisé, vous avez peut-être en allumant votre télé vu son visage ou en regardant sur votre smartphone vu son visage. Il a été très médiatisé. Le truc c'est que vous savez que nous les enseignants-chercheurs on est rarement des rockstars. Donc du coup l'impact sur le public est pas « Oh mon Dieu, Gilles Kepel, quelle star, etc. » Il n'y a pas des posters de Gilles Kepel partout. La propagande sur Gilles Kepel est beaucoup moins efficace que la propagande sur le djihad, malheureusement. Donc vous l'avez certainement vu passer sans capter qui c'était. Donc Gilles Kepel, politiste et historien du Moyen-Orient. Il enseigne à Sciences Po Paris, donc il a été écarté, puis il est revenu. Bref, ça on peut en parler, mais c'est pas l'essentiel ici. Et donc ce gars-là avait alerté les autorités depuis 2004, d'accord ? Donc attentat de Nice 2016. Bon, il y en a eu d'autres avant, etc. Mohamed Merah, on y reviendra, 2012. Mais lui, il alerte les autorités depuis 2004. Et les autorités, elles ont ce paradoxe, moi ça me semble toujours formidable, c'est-à-dire que nous, les enseignants-chercheurs, elles nous filent du pognon. Alors, du mini-pognon, genre 2000 balles par mois. Mais elles nous filent du pognon quand même en disant « Ouais, vos recherches sont essentielles. Publions-les, vous aurez 4 lecteurs. » Donc, très bien. Donc, on est encouragé finalement par certains ministères à faire ça. Mais après, quand on arrive avec une thèse, une théorie et un regard sur le monde percutant et qu'on va frapper aux bonnes portes en disant hey, « oh, il se passe quelque chose de grave », non, mais c'est qu'un chercheur. C'est bon, c'est un petit prof, c'est bon, c'est un théoricien. Et donc il y a ce paradoxe de la France qui est de permettre à des gens comme Gilles Kepel d'aller enquêter sur le terrain, de publier leurs recherches. Et quand ils arrivent en leur disant mais attention, il y a un truc hyper grave qui se passe, on dit mais non, mais c'est bon, ne l'écoutez pas, c'est un petit chercheur, oui, il écrit des bouquins, machin, mais c'est bon, ne nous affolons pas. Et ça c'est une folie parce que du coup, le mec était là depuis 2004, quoi, avec l'idée qu'il allait se passer sur le territoire français des attentats du type de celui qu'il y a eu à Nice et d'autres qu'il y a eu en Europe. Comment il savait ça? Alors, il n'a pas de boule de cristal, en tout cas pas à ce que je sais, mais il faudrait lui demander. On ne sait jamais. En tout cas, qu'est-ce qui l'a conduit à dire ça? C'est qu'en 2004, il y a eu la diffusion massive
d'un ouvrage qui a été mis en ligne, je crois que ça fait plus de 1000 pages, hein, qui écrit par un gars qui se fait appeler Al-Souri, donc Souri, syrien, pas souris, voilà, S-U-R-I. Donc, et le gars a écrit un livre qu'il a appelé Appel à la résistance islamique mondiale. Ok ? Gilles Kepel voit passer ça et il le lit parce que si vous réfléchissez un petit peu, en 2004, on est au début de l'Internet pour tous, c'est-à-dire que c'est le moment où quasiment tous les foyers français ont Internet. Et donc, si vous voulez, vous allez voir ce à quoi appelle Al-Souri. Le truc, c'est que ça a rencontré aussi un moyen technique, Internet, et les autorités qui regardaient ça ont vu passer tout ça, ils ont écouté ni les gens qui s'y connaissent en médias, ni les gens qui s'y connaissent en islamisme, etc., etc., et ils ont tout laissé passer. Ils n'ont pas vu ici qu'il y avait une convergence qui ouvrait la porte à toutes les horreurs qu'on a vues s'échelonner sur la dernière décennie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cet appel qui a fait sursauter Gilles Kepel, enfin beaucoup plus que ça d'ailleurs. Donc, que disait Al-Souri ? En gros, donc c'était un truc de 1000 à 1500 pages. Et donc, pareil, quand Gilles Kepel a dit, voilà, c'est un texte qui va mettre le feu à l'Europe, les gens ont dit, attends, de là à ce que les internautes, tu vois, avec tout ce qu'on peut penser des internautes, tu vois, ces espèces de consommateurs du web qui mettent des commentaires débiles sur des sites débiles, voilà, en gros, les gars qui s'adressaient à Gilles Kepel lui ont dit, mais jamais ils vont aller lire un truc illisible de 1500 pages, écrit par un inconnu, etc. C'est tout le contraire qui s'est passé, parce que le truc qui a fait 1500 pages, il a été mis en ligne, traduit dans les mois qui ont suivi dans plein de langues. Et surtout, tout de suite, comme il y avait les idées très fortes que je vais vous donner, que je vais vous livrer, ça a été très vite résumé et très vite diffusé, extrêmement vite. Alors, qu'est-ce que ça racontait et pourquoi donc ça a donné les attentats qu'on connaît, qui sont différents, vous allez le voir, des attentats auxquels, alors tu vois, vous voyez, j'allais dire un truc horrible, j'allais dire, contrairement aux attentats auxquels on était habitués, c'est monstrueux, en fait. Ça veut dire qu'on est dans la merde, en fait. Voilà. Donc, c'était très différent des attentats type Al-Qaïda. Et du coup, sous quel angle ? Alors, en fait, ce que dit l'appel à la résistance islamique mondiale de Al-Souri, c'est la chose suivante. C'est que, en fait, il faut, contrairement à ce qu'a fait Al-Qaïda au début des années 2000, ne pas s'en prendre à l'Amérique comme symbole de l'Occident, parce que finalement, l'Amérique, c'est une trop grande puissance. Et que par contre, le terrain d'action pour vraiment que les choses se passent, ça va être l'Europe. Et en tout amour pour l'Europe, évidemment c'est ironique, il précise que l'Europe, c'est son expression, est le ventre mou de l'Occident. Vous voyez le genre, quoi. Donc le ventre mou de l'Occident, ça veut dire que voilà, c'est celui dans lequel on peut taper parce que ça va pas opposer une résistance, une résistance comme peut opposer l'Amérique, etc. Donc c'est une considération de l'Europe, voilà. Et donc en fait, en gros, l'idée c'est autant les Américains, il y a toute une idéologie derrière, etc. Autant, les Européens, c'est des mous de la pensée, quoi. C'est des gens qui laissent faire, qui machin. Et du coup, c'est un appel à tous les gens qui sont contre les valeurs occidentales, et ça c'est la deuxième différence avec Al-Qaïda, non pas à attendre que quelqu'un leur donne un ordre, mais à se rendre justice à eux-mêmes et à la cause islamiste, on va dire. Et donc l'idée, si vous voulez, qui est terrible dans ce truc-là, c'est que quand il y avait le système d'Al-Qaïda qui était pyramidal, il y avait des cellules Al-Qaïda dans le monde entier, des chefs, les chefs donnaient des ordres, les ordres descendaient jusqu'en bas de la pyramide, les gens qui perpétraient les attentats, et c'est ce qui a donné par exemple les attentats du World Trade Center. Bon. Les attentats type Al-Souri, c'est de dire, vous êtes un bon musulman, vous vivez au milieu des koufars, donc koufars c'est l'idée d'être infidèle. Qu'est-ce que ça veut dire infidèle ? En fait, c'est boire de l'alcool,
je sais pas, aller à des concerts, enfin tout ce qui est critiqué là, quoi, tout ce mode de vie qui est pas celui du bon musulman. Et ça, enfin c'est pas forcément une idée de Daesh. L'idée de Daesh, c'est de les défoncer, quoi. L'idée que vous pensiez que la société occidentale a des défauts, ok, moi aussi je le pense, quoi. Mais c'est pas pour ça que je vais prendre une calache et arroser tout le monde. Enfin, voilà. Et donc, si vous voulez, l'appel d'Al-Souri a été particulièrement percutant parce que, en fait, c'était l'appel à dire vous n'avez pas besoin qu'un chef fasse descendre l'information. En gros, vous forme, comme ça a été le cas pour ceux qui ont défoncé les tours du World Trade Center, qui vous forme à piloter un avion, juste, vous vous rappelez l'anecdote horrible, en fait, qui était que ces gars-là avaient juste appris à faire décoller un avion. Ouais, le mec de Nice avait pas appris à freiner, tu peux dire, voilà. Bon, c'est horrible, pardon, humour noir. Voilà. Mais en tout cas, voilà l'idée. C'est-à-dire que si vous voulez, dans l'idée Al-Qaïda, vous êtes formé, on vous forme pour piloter un avion, etc. Là, le mec, il était chauffeur-livreur, il a décidé de prendre un camion et de défoncer tout le monde. C'est la forme Al-Souri. Donc, la forme Al-Souri, c'est pas besoin d'attendre une hiérarchie. Et comme vous êtes des musulmans en territoire où l'idéologie est flottante, ouais, la laïcité, ouais, machin, etc., etc., finalement, vous pouvez prendre une arme. Et le but, en fait, c'est de tuer le plus grand nombre de personnes possible en une seule fois. Et oui, vous allez mourir parce que les forces de l'ordre vont intervenir, mais ce sera merveilleux pour vous. Et c'est là que vous allez comprendre peut-être des vidéos que vous avez vues passer, quelque part j'espère pas, mais il y avait toute une série de vidéos qui circulaient qui était le sourire des martyrs. Je sais pas si vous connaissez ça. En fait, l'idée c'est que celui qui a tué un maximum d'infidèles, il meurt tellement heureux et il se fait tellement bien recevoir de l'autre côté que, après sa mort, qu'il y a une légende, en fait, qui veut qu'il meure avec le sourire. Et Daesh a diffusé en masse des vidéos de gens qui étaient morts en martyrs, entre guillemets, puisque c'est leur expression à eux. Et du coup, le sourire du martyr, c'est de leur coller des scotch ici pour que sur leur masque de mort, ça donne l'impression qu'ils sont en béatitude totale, quoi. Bon, alors en général, ils sont un peu crispés. Voilà, donc en gros, cet appel, si vous voulez, si Gilles Kepel et d'autres, mais moi j'ai plus travaillé sur Gilles Kepel, sur ses bouquins, ses thèses, ses conférences, si vous voulez, il a tout de suite perçu que, en disant c'est plus la peine d'avoir une structure pyramidale, on cassait le truc qui était de dire mais à qui je m'adresse, alors c'est pas moi, mais à qui il faut s'adresser pour s'engager contre les infidèles. Ça demande, si vous voulez, une conscientisation de l'engagement extrêmement forte, d'essayer d'aller contacter une cellule Al-Qaïda. Alors bien sûr, il y a toute l'histoire des imams, etc., etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais justement, on va le voir un peu plus tard quand on abordera le pan humain, les gens qui se sont engagés dans Daesh, c'est pas que des musulmans qui se sentent face à des mauvais croyants en face d'eux et qui pensent qu'il est nécessaire de tuer les infidèles, etc. Il y a de tout parmi les gens qui s'engagent pour le djihad, et c'est pas la même catégorie de personnes que Al-Qaïda. Vous allez voir que des gens qui ont l'esprit humanitaire se retrouvent pris dans les filets via la propagande numérique, alors que c'était des considérations qui n'étaient pas les leurs, alors que vous comprenez que la démarche d'aller essayer de chercher la cellule de proximité Daesh, c'est une toute autre démarche. Et donc, voilà la grosse différence. Alors maintenant, je voudrais préciser un petit peu, juste pour dire qu'est-ce que c'est que l'appel au djihad. Qu'est-ce que c'est que le djihad ? Alors, le truc, c'est que dans la religion musulmane, il y a effectivement la notion de djihad. Et la notion de djihad, en fait, le truc, c'est qu'elle a été dévoyée, mal traduite, etc. Mais vous l'avez peut-être entendu parce qu'il y en a quand même qui ont mis les points sur les i et qui ont tapé du poing sur la table pour remettre les choses dans l'ordre. Et les choses dans l'ordre, c'est que le djihad, c'est censé être la lutte du croyant contre lui-même, contre ce qui pourrait, je schématise, mais être mauvais en lui. Donc c'est vraiment une lutte personnelle pour tendre vers le divin, vers le bien, vers des choses comme ça, d'accord ? Et c'est devenu traduction guerre sainte, d'accord ? Si vous voulez, par le biais de la traduction de lutte, c'est devenu guerre sainte. Bon.
Et cette idée de djihad, du coup, par exemple, un appel au djihad très connu, vous l'avez peut-être vu en cours d'histoire à un moment donné, vous avez peut-être entendu parler du moment où le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest s'affrontaient dans les années 70 et 80. Et en fait, vous savez que l'URSS faisait la guerre à l'Afghanistan dans les années 80. Et les Afghans avaient lancé un appel au djihad parce qu'ils étaient en infériorité numérique. Et donc, en gros, c'était appel à tous les musulmans pour nous aider, pour combattre l'ennemi. Donc c'est aussi comme ça, à cause du terrain, que ça a été dévoyé. Et c'est comme ça, là je vous raconte ça pour que les choses soient à leur place, c'est comme ça que Ben Laden, qui est en fait saoudien, s'est retrouvé en Afghanistan. Et comme on était, enfin c'est vraiment l'ironie tragique quoi, comme c'était un moment où, vous savez ce que c'était le principe de la guerre froide, c'est que en fait ce qu'on appelait les grandes puissances, donc l'URSS et les États-Unis, ne s'engageaient pas directement dans les conflits, mais dès que l'un des deux s'engageait dans un conflit, l'autre aidait ses opposants. Vous comprenez, sur le principe, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et c'est comme ça que, comme l'URSS était contre l'Afghanistan, les Américains ont formé les djihadistes pour défoncer les soviétiques. Et quand on vous dit, oui, Ben Laden, c'est un pur produit, donc Ben Laden, Al-Qaïda, globalement celui du 11 septembre, etc., etc., quand on vous dit que Ben Laden est un pur produit de la CIA, c'est ça qu'on vous dit. C'est que le gars a participé au djihad pendant la guerre d'Afghanistan, et comme l'Amérique soutenait les Afghans parce qu'ils étaient contre l'URSS, et ben ils ont formé les djihadistes à des moyens de lutte armée. Ils leur ont fourni des armes, ils les ont formés, etc., etc. Et du coup, le 11 septembre avait ça ce que je disais, c'est de l'ironie tragique. C'est-à-dire qu'en fait, Ben Laden, produit de la CIA dans le contexte de l'Afghanistan, avec ce que vous avez compris, s'est retrouvé à dire, maintenant je vais défoncer les koufars, donc les infidèles, etc. Le plus grand symbole, c'est l'Amérique. Un beau symbole, c'est les tours jumelles. On va foncer dedans. Et donc, c'est tout le paradoxe géopolitique. Quand vous allez un petit peu là-dedans, vous voyez que les intérêts d'un temps changent du jour au lendemain, selon quel est l'ennemi. Si les amis de mes amis sont mes amis, en général, c'est plutôt les ennemis de mes ennemis j'y arrive plus. Mais vous voyez l'idée. C'est plutôt dans le sens négatif que dans le sens positif. Voilà. Et donc, Gilles Kepel distingue, donc, le djihad, c'est ça. C'est la lutte du croyant, contre lui-même. Donc, c'est quelque chose de très personnel et de très positif. Mais c'est devenu, dans le contexte des luttes armées, un appel au djihad. C'est appeler la communauté des croyants à s'engager dans le combat aux côtés de ceux qui sont en difficulté contre une grande puissance, des musulmans. Et donc, ça fait qu'il y a des Saoudiens qui ont aidé des Afghans, et dans d'autres situations, il y a ça. Et donc, par ce biais, l'appel au djihad est devenu un appel à ce qu'on appelle maintenant, par extension, la guerre sainte. Vous voyez que par rapport à l'ancrage religieux, il y a tout un chemin qui a été fait qui est quand même immense, quoi. Voilà. Alors, du coup, vous voyez un petit peu l'idée de Gilles Kepel. Gilles Kepel a vu les thèses de Al-Souri et il a compris tout de suite que là-dedans, ça donnait la possibilité à des gens qui avaient rien à voir avec l'islam, rien à voir avec le fait de considérer que les gens qui vivent dans les pays d'Europe sont une bande d'infidèles. Ça permettait à des gens qui avaient juste la rage de tuer un maximum de gens et de mourir en martyrs. Et c'est ça qui fait qu'il y a eu toute une vague d'attentats et que ça s'est fait avec des moyens, on a envie de dire, à l'arrache, quoi. Le mec qui arrive avec son camion sur la promenade des Anglais, tout est possible, quoi, à partir de là. Ça peut arriver de n'importe quand, ouvrir le feu de n'importe où. Voilà. Et donc, Kepel a senti ça. Il a théorisé très rapidement la théorie des 3 djihads, en montrant qu'il y avait un djihad afghan, celui de l'appel à la communauté des croyants pour lutter contre l'URSS, un deuxième djihad, celui d'Al-Qaïda, où on s'attaque aux symboles les plus forts de l'Amérique comme symbole de l'Occident dans son ensemble, etc., etc., et que là, on était dans quelque chose de très différent, ce qu'il appelle le 3e djihad, un djihad numérique, c'est-à-dire que tout le monde a accès à l'endoctrinement,
C'est pas que les gens qui sont dans certains endroits où il y a certains imams, etc., etc. Et là, vous pouvez relativiser tout ce qui est dit sur l'interdiction des imams, etc. Ça ne vient pas que de là, c'est pas vrai. Donc, la dimension numérique qui permet l'accès direct à la propagande et le fait qu'il n'y ait pas besoin de passer par une hiérarchie pour commettre des exactions et que finalement il y a la possibilité pour tout un chacun je le dis comme je dis, mais de transformer sa vie de merde en une occasion de c'est le monde qui a tort, c'est pas moi, du coup je vais tous les déglinguer, avec un peu de chance je gagne le paradis, donc ok, je laisse Daesh revendiquer mon caca nerveux, quoi, le fait que voilà, j'avais envie de tuer tout le monde, voilà, c'est cool. Bon, voilà, donc c'est ça le danger. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Là, j'en arrive à une autre phase, qui est celle de la question d'un djihadisme à la française. Parce que là, je vous ai parlé de l'Europe et donc de la théorie de Keppel, etc., qui s'est vérifiée totalement. Et en fait, il y a une date clé sur laquelle Gilles Keppel insiste beaucoup, qui est celle de la tuerie de Mohamed Merah. Alors, je sais pas, parce que... moi, je me la suis prise en pleine gueule, parce que... bon, peu importe, mais il y a des questions de génération aussi. Et donc, c'est en 2012, et je sais pas jusqu'à quel point vous connaissez cette histoire, mais Mohamed Merah, donc si vous cherchez un petit peu, vous allez voir apparaître, je sais pas, le tueur au scooter ou des trucs comme ça. Parce que avant de faire la tuerie dans l'école juive, le collège-lycée juif, il avait déjà déglingué quelques personnes. Et donc Mohamed Merah, c'est un gars qui s'est radicalisé, qui a pris son arme et qui a tiré à bout touchant. Donc à bout portant, ça veut dire de loin, à bout touchant, ça veut dire vraiment, tu touches, c'est c'est encore plus violent, quoi. C'est de contact direct. Un rabbin, ses enfants, et donc en ce moment, il a fait plusieurs blessés dans une école confessionnelle juive, dans un collège-lycée confessionnel juif de Toulouse. Donc ça, c'était en 2012. Et en fait, le truc, c'est que c'était à une date symbolique, en mars 2012, parce que à la date de cette tuerie est exactement celle des 50 ans du cessez-le-feu en Algérie. Et là, Gilles Keppel souligne, et il a raison, quoi. Et il dit, voilà, le drame du djihad à la façon al-Souri, du djihad 2.0, du djihad sans hiérarchie, etc., c'est qu'en France, il y a une crispation sur le passé colonial. Vous avez vu que dans les élections de l'année dernière, il y avait encore le débat sur est-ce que la colonisation de l'Algérie était un crime contre l'humanité. Vous avez entendu que Macron s'était fait hurler dessus pour ça, etc., etc. Donc il y a encore des débats extrêmement vifs là-dessus. Je vous parlerai après de la question des indigènes de la République. C'est un parti qui s'appelle les indigènes de la République. Donc il y a de fortes tensions en France liées à un passé qui a été douloureux, horrible. On va parler un petit peu. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ramasse la propagande façon al-Souri, qu'est-ce qu'elle vient ramasser en France, et pourquoi il y a une spécificité française du djihad. Donc là, c'est ce qu'on va voir maintenant. En gros, donc je vous donne quelques chiffres. En 2015, alors vous savez que les chiffres sur les djihadistes, etc., les chiffres ne cessent de changer changent tout le temps. Déjà, ils sont variables, évidemment, parce que la situation change en permanence, ça c'est évident. Mais il y a une deuxième chose aussi, c'est que, vous savez, c'est un petit peu comme le décompte des manifestants. Pour les forces de l'ordre, il y a toujours 200 personnes, et pour les manifestants, 10 000. Là, c'est un petit peu pareil, selon que ce soit la propagande de Daesh ou que ce soit des enquêtes journalistiques ou des trucs comme ça, on n'a pas du tout les mêmes chiffres. Donc les chiffres sont approximatifs, c'est juste pour vous donner une idée. En gros, en 2015, il y avait 30 000 personnes qui combattaient au Cham, donc à l'endroit, pour l'État islamique, quoi. Et sur ces 30 000 personnes, il y en avait 15 000, plus de 15 000 qui venaient du Moyen-Orient et du Maghreb. Il y en avait 5 000 qui venaient de l'Europe de l'Ouest, donc la France et les autres pays. Et il y en avait 5 000 autres qui venaient des anciennes républiques soviétiques et de la Russie, en fait, donc de la partie est de l'Europe, étendue à la Russie, à tout ça, pas l'Europe politique.
Et donc, il y a quand même beaucoup d'engagés d'Europe occidentale. Et parmi eux, vous comprenez qu'il n'y a pas 50 000 pays en Europe occidentale. Et sur les 5 000 combattants, donc ceux qui faisaient leur djihad d'Europe occidentale, il y en avait 1000 qui étaient français. Donc vous voyez que la proportion, si vous comptez le nombre de pays d'Europe occidentale et que vous voyez qu'il y en a 1000 qui viennent de France, ça fait pas 1000 par pays, sinon ça ferait beaucoup plus de gens qui font le djihad. Et en fait, comment expliquer le fait qu'il y ait tant d'engagés en France ? Il y a pour une part, le passé français, le passé colonial, les crispations que ça a engendré. Et le problème, c'est que ces crispations sont légitimes. C'est-à-dire que le fait que y ait des débats que des descendants d'immigrés trouvent que, alors qu'ils sont complètement français, etc., trouvent que on leur accorde, on les considère toujours pas comme des citoyens français à part entière. C'est une réalité qu'on vit tous les jours, qui est que dès que c'est une photo avec une peau qui est un petit peu moins blanche, dès que le nom a des consonances un petit peu étrangères, etc., les CV sont beaucoup plus facilement refusés, etc. Donc il y a une réalité qui est non, c'est pas parce que on a écrit un petit peu partout liberté, égalité, fraternité que tout le monde en Europe, tout le monde en France se considère comme égal avec son semblable. Et en ce moment, il y a un débat que je trouve puant. Après, je veux pas vous endoctriner, vous avez vraiment le droit de penser ce que vous voulez, mais évidemment que j'ai un point de vue sur la question. Mais il y a un débat qui est odieux sur, alors vous avez entendu parler déjà des amalgames entre musulmans radicalisés et islamistes, donc déjà ça c'est à vomir. Et ensuite, il y a toute une partie du débat qui se joue sur on est chez nous. Et alors ça, je le comprends pas. C'est perso, mais je le comprends pas. On est chez nous. Et regardez, ou ne regardez jamais, vous pouvez regarder, il y a un site qui est hallucinant. Mais alors, franchement, j'aurais voulu créer une caricature de ce qui se dit de pire dans l'opinion publique. J'aurais pas fait mieux, quoi. Alors que les gars, ils l'écrivent en y croyant vraiment. C'est le site français de souche. Mais je vous jure, quoi, c'est un sketch, quoi. Mais à la limite, les gars, on le disent qu'ils ont le gène du saucisson à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. C'est... Non, mais c'est vraiment à pleurer, quoi. Jetez un œil, mais juste pour le folklore, quoi. Surtout, n'y croyez pas, quoi. C'est hallucinant. Et donc, tout ça, il y a une espèce de débat qui se crée dans le genre, oui, on veut nous imposer la culture musulmane. Vous avez dû tomber sur des reportages, je sais pas si vous savez, les super reportages M6, où maintenant, en plus, il y a les reportages, je sais plus, les chaînes là de la TNT, mais il y a tout le temps des reportages comme ça, avec les bons Français dans leur banlieue, qui n'ont plus que des boucheries halal. Oh, mon Dieu, et tout. Donc, et qui disent, on n'est plus chez nous, et tout. Mais c'est quoi être chez soi, en fait? C'est quoi être chez soi? J'allais dire peu importe, je vais raconter ma vie, mais je veux dire, quand on réfléchit à ses origines, je sais pas, le deuxième tour, il y a quelques temps de ça, moi j'étais au lycée, et je sais pas, c'est un slogan que j'ai réentendu récemment, qui était, nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Enfin, moi je dois dire à l'échelle personnelle, je vois pas où elle est ma souche, hein. Je ne sais pas où est ma souche, donc je ne suis pas française de souche. Donc c'est des notions hyper dangereuses. Et vous savez qu'en plus, tout ça est alimenté par un passé français hyper paradoxal. Parce que la République disait... égalité, fraternité, etc. Liberté, égalité, fraternité. La liberté disait... est-ce que, par contre... Ouais, si vous pouvez juste garder silence, parce que s'il y a du brouhaha, vous savez, là, j'essaie de construire un raisonnement en live, en essayant que ce soit pertinent. Et franchement, ça parasite beaucoup, quoi. Donc, vous faites vraiment, j'allais dire ce que vous voulez. Après, il y a des limites à tenir, tu vois. Je sais pas. Quand je dis ça, je dis toujours, il va me sortir un truc pas possible, tu vois. Mais seulement, il faut pas de bruit, quoi. Sinon, il faut pas de bruit. Bref, fermez vos gueules. mais à un moment, tu essaies de le dire gentiment, mais le message, c'est celui-là, quoi. Voilà. Donc, je reprends ce que je disais. Donc, voilà. Ce que je disais, c'est qu'il y avait un énorme paradoxe
de la République française. C'est-à-dire que vous savez que la Troisième République, celle où il y a Ferry, l'école de Ferry, etc., etc., donc l'école de la République portait les valeurs liberté, égalité, fraternité. Et en même temps, ces manuels scolaires ont créé un roman national. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de cette notion de roman national, mais demandez à vos grands-parents, les manuels scolaires étaient encore comme ça à leur époque, quoi. Moi, c'était carrément l'époque de mes parents à moi. Et donc, dans les manuels scolaires, là, j'ai étudié un texte avec mes étudiants, et ils vous lisaient, comme ils préparaient la guerre, donc en 1885, il s'agissait de préparer les petits Français à aller faire la guerre contre les Allemands. Et donc, on lisait des trucs dans le manuel d'histoire, c'est normal. Il y avait des phrases en genre « Les Allemands sont un peuple très orgueilleux. Ils n'aiment pas les Français et font tout pour les faire souffrir. » C'était là. Wow, tu vois pas. T'imagines en 2017 ton livre d'histoire qui te dit voilà, les Chinois sont un peuple vicieux, ils font tout en douce. Enfin, on est où quoi? C'est quoi? C'est une théorie médiévale. Enfin, on est où quoi? Et donc, si vous voulez, la République avait ça de fou qu'elle prônait l'égalité, tout en créant pour les besoins des guerres une identité nationale où il y avait cette histoire de descendre des Gaulois, d'avoir des figures tutélaires comme Charlemagne, etc. Tout ça ayant été francisé, parce que Charlemagne, il est revendiqué aussi par les Allemands. Dans leur manuel scolaire, ils ont Karl der Grosse, etc., etc. Donc tout ça ne veut rien dire, mais il y a un roman national français qui a été créé, et c'est à ça que beaucoup font référence encore dans la population française. Et le truc, c'est que il y a une question d'âge aussi, c'est-à-dire que les gens qui ont fait leurs preuves dans la vie, donc qu'on entend à la télé, c'est des gens en général qui ont plus de 60 ans et qui ont eu cette école-là. Et du coup, toutes les idées, excusez-moi, à la con de l'identité française, etc., c'est en gros des gens qui ont avalé sur des générations une espèce de propagande républicaine contradictoire, parce qu'elle s'opposait à égalité, fraternité, une espèce de propagande contradictoire. Après, la République a fait plein de trucs géniaux, Elle a amené tout le monde à l'école, il y a eu l'ascenseur social marché, etc. Là, je donne le côté paradoxal, pas le côté brillant, on le connaît très bien. Donc, le côté paradoxal, c'était de créer un roman national auquel maintenant, les personnes qui ont été endoctrinées par ça se réfèrent en disant, être français, c'est reconnaître Charlemagne, c'est reconnaître Clovis, etc., etc. Moi, mon ancêtre, je ne sais pas s'il avait des grosses moustaches de Gaulois. Le roman national, c'est Astérix et Obélix. C'est les cours qu'ils avaient mis en BD, quoi. Avec le barde, non, tu ne chanteras pas, boum, 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 voilà, c'est toute une... C'est un roman, quoi. On a fait de l'histoire un roman. Et on a dit, c'est le roman des Français. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de notion d'identité française à ce moment-là, et tout était beaucoup plus compliqué et mélangé. Bon. Donc, il y a tout, donc du coup, toutes ces choses-là, tout ce qui se passe actuellement, fait prendre la parole à des gens qui ont été endoctrinés de l'autre côté, et en fait, c'est pas non plus leur faute, c'est la faute de personne, sauf de toute forme d'endoctrinement. Je crois que si vous avez quelque chose à considérer, c'est pas que y a des vieux sur les plateaux télé qui disent de la merde parce qu'ils ont été endoctrinés par l'éducation du roman national. C'est pas c'est que à chaque fois qu'il y a un endoctrinement, les gens y croient et les gens perpétuent des idées qui sont fausses parce que romancées. C'est tout ce qu'il faut retenir. La propagande Daesh, la propagande évidemment, Troisième République, c'était quand même une grosse incitation à aller faire la guerre, etc., etc. Donc, à chaque fois que vous véhiculez une propagande, vous véhiculez des idées fausses, des idées reçues, vous transformez l'histoire et vous oblitérez le libre arbitre des gens. En gros, voilà le positionnement qui est le mien. Et donc, en ce moment, il y a un débat puant qui est, puisque il y a des gens en France qui réagissent et qui ressortent les frustrations liées au passé colonial français, notamment en Algérie, ça fait bondir les autres qui disent oui, mais nous on est en France, on veut pas avoir que des boucheries halal, etc. Donc ça fait tout le débat que vous avez depuis qu'il y a eu des attentats, qui est lamentable en fait. C'est une bataille des incultures beaucoup plus qu'une lutte des cultures. Alors je reviens un petit peu à cette histoire de djihadisme à la française, et je disais que Mohamed Merah avait commis ces tueries en date anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Donc le jour des 50 ans du cessez-le-feu en Algérie. Et la lecture qui peut en être faite, et je veux dire, le gars avait quand même réfléchi à ce qu'il faisait, c'est l'idée que
la guerre d'Algérie n'est pas terminée. 50 ans plus tard, vous avez dit, il y a un cessez-le-feu, mais la guerre d'Algérie continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, la guerre d'Algérie continue ? Le truc, c'est que Dieu merci, les générations qui arrivent, elles sont pas arc-boutées sur des notions de passé colonial, etc., etc. Certains le déplorent. En même temps, quand tu vois comment a été enseignée l'histoire dans certains lycées, dans certains collèges, tu pleures. Mais en tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce que ça va drainer ? Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie ? Pourquoi on fait encore référence à cette guerre d'Algérie qui a terminé en 62 ? Pourquoi on y fait encore référence en 2017 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, je vais simplifier, aller à l'essentiel. Le point de cristallisation, qui est finalement en dessous des débats, qui préside à tous les débats qu'il y a actuellement, mais qui est le point essentiel, même si on ne le nomme pas, c'est la question de l'indigénat. Vous pouvez entendre ce que vous voulez de la colonisation. Vous savez qu'il y a un gros débat. La colonisation en Algérie a-t-elle été une mise en asservissement des populations qui étaient sur place, etc., etc. Et la réponse est effectivement oui et non. D'accord ? Il y a eu des gens qui considéraient les arabo-musulmans sur place comme une sous-population, et il y en avait d'autres pas du tout. Il y en avait qui voulaient garder le fonctionnariat pour les Français de métropole, et il y en avait d'autres qui étaient venus pour choper un taf parce que l'Algérie se construisait, et qui étaient artisans au même titre que les autres, et qui faisaient pas de différence de race ou de je ne sais quoi dans cet ordre d'idées-là. Donc il y avait de tout, et la réalité était complexe. Le problème, il est politique, d'accord ? Il est pas, c'est pour ça qu'après on va se mettre au niveau humain. Le problème, il est politique, et il est plus politique que humain. Quand les Français sont arrivés en Algérie, donc vous savez que la conquête de l'Algérie, c'était le 5 juillet 1830, sous Charles X. Charles X est tombé quand même. C'était un dernier ressort, peu importe. Donc, le 5 juillet 1830, les Français, et ils décident que l'Algérie sera une colonie de peuplement. Contrairement à ce que vous avez eu plus tard en Indochine, c'est-à-dire que c'était voué à ce que les Français, c'était un département français, et les Français allaient y habiter. Et donc le truc, c'est qu'il y avait quand même des gens qui vivaient sur place. Donc ces gens qui vivaient sur place, ils étaient sous l'autorité d'un DEY, peu importe, qui est une autorité lointaine de Turcs, enfin ottomane, voilà. Bon. Donc il y avait une population locale conséquente quand même, qui était sémite, avec deux spécificités. Vous savez que les Juifs, comme les musulmans, sont des peuples sémitiques. Donc il y avait des Juifs et des musulmans sur place. Et les Français, quand ils sont arrivés pour peupler l'Algérie, ont décidé de faire une différence entre les populations qui étaient là avant, qu'ils ont appelées les indigènes, ce que veut dire globalement les gens qui étaient là avant, quoi, et les Français qui arrivaient. Mais là, on est dans la France monarchique de 1830, si vous voulez, qui est pleine de distinctions, de sang, de supériorité, on n'est pas encore dans la République. Et donc, ils ont créé un régime qui s'appelait le régime de l'indigénat. D'accord ? Bon. Avec un code de l'indigénat, etc., etc. Le truc, c'est que vous savez qu'il y a eu des mutations politiques énormes en France au XIXe siècle, et notamment le fait que, vous savez qu'il y a eu le Second Empire après, donc la Restauration, les différents rois, le Second Empire, et après le Second Empire, défaite contre les Allemands en 1870, il y a eu la Troisième République, qui s'est étendue jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc vous avez eu tout ce pan républicain. Le truc, on y revient, c'est que les trois mots-clés de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et autant quand t'es un monarque, dire voilà, il y a des indigènes et il y a les Français en Algérie, tu peux te dire que c'est un régime archaïque. Mais quand t'arrives avec écrit sur la gueule liberté, égalité, fraternité, et que tu dis non, les gars, vous restez des indigènes, là, ça devient une insulte, quoi. Ça devient hyper problématique. À partir du moment où tout le monde dans la société française a le droit de vote, si tu prends un ensemble et que tu dis non, vous relevez d'un code différent, vous êtes sujet français mais pas citoyen, vous ne pouvez pas voter. C'est insultant. En plus, au nom de l'égalité et de la fraternité, tout ça, il y a eu un décret en 1870, le décret Crémieux, qui naturalisait les indigènes juifs et leur donnait la citoyenneté française pleine et entière. Or, parmi les indigènes, il y avait des juifs et des musulmans qui avaient les mêmes coutumes globalement, et ils vivaient ensemble depuis un bon moment. Donc ils avaient le même mode de vie, etc. Donc ça a fait une dissociation entre des gens qui se reconnaissaient entre eux.
les uns qui deviennent citoyens français, mais pas les autres. Donc ce truc de l'indigénat, en gros, c'est le cœur, si vous voulez, c'est le cœur de ce qui a dégénéré pour causer la guerre d'Algérie. C'est le fait que cette question de l'indigénat n'ait pas été résolue dès l'avènement de la République, finalement. Mais évidemment, je simplifie les choses. Mais à partir du moment où vous dites liberté, égalité, fraternité, tu peux pas dire ouais, mais en Algérie, il y a des sujets français et des citoyens français. Il y a un code pour les indigènes et un code pour, et une manière de vivre pour les autres. C'est pas possible. D'autant qu'avec les lois Ferry en 1883, Ferry, celui de l'école obligatoire, laïque, gratuite et obligatoire, tout le monde va à l'école. C'est-à-dire que en Algérie, les enfants vont à l'école et on leur dit liberté, égalité, fraternité. Et eux, ils réfléchissent 2 secondes, ils disent mais what the fuck, à l'école, on y dit liberté, égalité, fraternité, et dans la vie, il y a les indigènes d'un côté et les Français. C'est pas, ça marche pas, quoi. Et si vous voulez, le temps passe avec ça, d'autant que, je sais pas si certains ont vu le film Indigène avec Jamel Debbouze, peu importe. C'est en référence à ça aussi. Vous avez le personnage, alors évidemment, tout est un peu caricatural, mais il y a un moment, il faut faire passer un message, quoi. Dans ce film, vous voyez un indigène, donc ce qu'on appelait indigène, ce qu'ils appelaient indigène à cette époque, donc c'est les gens qui vivaient avant en Algérie, sur le territoire devenu Algérie, avant que les Français arrivent. Et donc on voit un indigène, un musulman, qui s'engage pour la France, parce que lui, pour le coup, il est allé à l'école, il est reconnaissant pour ce qu'a apporté la France, etc. Bon, il est heureux d'aller se battre pour la France dans le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Il se retrouve en France, dans la France froide de la guerre horrible, là. Et il se rend compte qu'il n'a pas les mêmes droits que les Français, il fait pas la même carrière militaire, alors que il pensait être dans un truc d'égalité, etc., etc. Et donc, indigène, ça montre bien comment des gens s'engager dans la guerre, des indigènes s'engager dans la guerre, complètement au même titre que les autres. Et en fait, vous comprenez que quand vous rentrez d'une guerre en ayant perdu un frère, un bras, une jambe, j'en sais rien. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez bien les cicatrices que ça laisse, physiques et émotionnelles et psychologiques. Et que après, vous pensez que les droits vont vous être accordés et qu'ils le sont toujours pas, que l'égalité n'est toujours pas là. Donc ça vous fait dire, en fait, en tant que chair à canon, ok, les indigènes sont les égaux des Français. Mais une fois que de retour en temps de paix, une fois la paix réinstaurée, on n'obtient toujours pas de droits. Et donc la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont continué de rendre l'indigénat impossible à supporter, si vous voulez. Alors après, il y avait une conscientisation chez certains, beaucoup moins de conscientisation chez d'autres. Il y avait tous les cas de figure possibles. Mais le problème, il était politique, il était de maintenir un statut d'indigénat à un moment où la République prônait l'égalité. C'était pas possible. Et vous comprenez que si la question s'est posée dès 1871, vous comprenez que quand la guerre d'Algérie a éclaté en 1954, même si les droits étaient accordés, etc., mais c'était trop tard, il y avait eu trop de tensions, etc. Bon. Évidemment, je suis obligée d'aller un petit peu vite, quoique pour vous, c'est peut-être déjà un petit peu lent. En tout cas, si vous voulez, cet état de fait crée, si vous voulez, il y a actuellement, donc je fais tout de suite le pont avec l'heure actuelle. À l'heure actuelle, vous avez un parti. C'était un mouvement, c'est devenu un parti, qui s'appelle le Parti des indigènes de la République. Si vous connaissez pas ce pan de l'histoire coloniale française en Algérie, vous pouvez pas comprendre à quoi ça correspond, puisque indigène, ça veut dire les gens qui sont à un endroit donné et qui en viennent. Donc t'as l'impression qu'indigène de la République, c'est les Français en fait. Non, indigène de la République, c'est la référence au code de l'indigénat, et c'est des gens qui disent on a beau être en République, on a beau être à plus de 50 ans de la fin de la guerre d'Algérie, etc. Nous, donc ceux qui se reconnaissent dans les indigènes de la République, ceux dont les ancêtres, en fait, ont répondu au code de l'indigénat, ont subi l'humiliation du code de l'indigénat, et quoi que vous disiez, on est toujours considérés comme des citoyens de seconde zone dans la République française. Et je pense, après on peut penser ce qu'on veut des indigènes de la République, ils sont pas toujours subtils, ils font pas toujours des discours historiquement parfaits, etc., etc.,
il y a un site, les indigènes de la République, porte-parole, comment elle s'appelle, Ouria Boutelja. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur Internet, toutes ces références-là. En tout cas, si vous voulez, le fait de constater que l'ensemble de la population française, je veux dire, le contact humain, de humain à humain, n'est pas égalité, fraternité par rapport aux gens qu'on dit dans le politiquement correct issus de l'immigration, c'est une réalité. C'est une réalité. L'exemple, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est l'histoire de la discrimination à l'embauche. Vous savez qu'il y a plein d'études qui ont été faites, qui étaient, voilà, vous envoyez le même CV avec un nom différent, un nom d'origine maghrébine et un nom Francis Jambon, quoi. Francis Jambon, il a beaucoup plus ses chances que voilà, quelqu'un qui a un nom plus, enfin, marqué d'Afrique du Nord, par exemple, ou voilà, ou autre, quoi. Ou pareil, parce que le Parti des indigènes de la République ne prend pas fait et cause que pour les descendants de la colonisation algérienne. Il y a aussi toute la question du traitement des Antillais, etc., parce que là aussi, c'est la question des descendants d'esclaves, etc., est-ce qu'ils sont logés à la même enseigne. Et pareil, ces trucs sur les entretiens d'embauche, ça marche aussi. Si vous êtes Antillais, vous avez un nom complètement français, mais sur votre photo, voilà, vous êtes noir plutôt que d'être blanc. Et le CV a beaucoup moins de chances d'être lu, l'entretien d'embauche a beaucoup moins de chances d'avoir lieu, etc. Tout ça, c'est des réalités de 2017, c'est pas des réalités de 1963, quoi. Voilà. Et donc, si vous voulez, pour comprendre tous les débats qu'il y a à l'heure actuelle, il faut être au courant de cette question de l'indigénat. Et en fait, bizarrement, dans le débat public, vous avez le mot indigène de la République, mais il y a plein de gens qui savent pas à quoi ça fait référence. Et du coup, on va voir ce que ça entraîne comme débat, assimilation, etc., etc. Il y en a un qui dort la bouche ouverte, vraiment, là. Non, mais laisse-le, il a l'air bien. Il était vraiment, tu sais, genre... Oh, bon, il est vivant. C'est bon. Ok, non, mais mais la bouche ouverte quand tu sais le truc. Parce que là, devant, il dort sous sa casquette, tu vois. Donc... Donc, tu vois, je veux dire, ça, c'est respectueux. Tu te dis, bon, voilà, le gars avait besoin de faire un petit somme. Ça arrive à tout le monde. Il y a 2 jours, je me suis tapé 8 heures de réunion sur les violences sexistes, etc. Au bout d'un moment, il y avait la ministre. J'étais, bon, j'avais pas de casquette, moi, mais si j'en avais une, c'était cool, ça aurait été trop cool. Donc, mais l'autre, je me demandais s'il était pas mort, quoi. Voilà. Donc, je suis ravie que tu sois vivant. Alors. Donc, je reprends parce que là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Et en fait, maintenant qu'on est revenu à la définition, enfin, qu'on sait en gros ce qu'est l'indigénat et ce que c'est cette décision politique dont il y a encore les marques, on va voir quelles assimilations ça crée et à quelles incompréhensions ça donne lieu. En fait, si vous voulez, donc il y a la réaction. Si vous voulez, il y a d'un côté donc les indigènes de la République qui disent voilà, on nous dit égalité, fraternité. Et en même temps, on n'est toujours pas égaux, donc c'est pas possible. Et les autres qui répondent oui. Alors le pire, c'est de dire quoi, mais on n'est plus chez nous en France, c'est ça. Je vous rappelle, parce qu'on est là à idolâtrer De Gaulle, etc. De Gaulle, c'était un très bon politicien. Point. D'accord ? Enfin, l'appel du 18 juin, etc. C'est merveilleux, etc. Mais c'est un très bon politicien. Mais c'est quand même le gars qui a dit j'habite à Colombey les 2 églises. Je ne voudrais pas que ça devienne Colombey les 2 mosquées. Chacun est libre d'en penser, voilà, parce que moi je connais plein de gens qui disent ma foi, il a raison. Voilà, on est un pays de terre chrétienne. Mais oui, mais si tu remontes comme ça, la chrétienté, ça vient d'où ? Jésus, il habitait où ? À Paris ? En Bourgogne ? Non, c'est une religion orientale, quoi. Enfin, c'est une religion orientale, le christianisme. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient précèdent les chrétiens d'Occident, d'accord ? Donc, faut arrêter les conneries. Si tu veux remonter dans l'histoire, autant être crédible. Enfin, pardon, là, je m'emporte. Alors, donc, je reviens un petit peu à ce que je disais. Donc, vous avez la question, vous avez un parti qui s'appelle les indigènes de la République. Vous avez une première réaction qui est quoi ? Des gens qui veulent être chez eux en France,
ils sont pas comme nous, donc on creuse le fossé en disant mais on va quand même pas faire manger halal à tout le monde à la cantine, et etc., etc. Donc ça c'est la première forme de débat auquel ça donne lieu. Et vous avez aussi donc la deuxième idée qui est aussi super fausse, c'est de dire ah oui voilà il y a des tensions, donc vous avez entendu l'assimilation, donc il y a toutes les chaînes, tous les maillons de la chaîne, il y a des tensions dans les banlieues, il y a en partie les indigènes de la République, or il y a Daesh, le Cham, etc., etc. Donc il y a amalgame entre ceux qui revendiquent d'être traités en tant qu'égaux en France et ceux qui s'engagent via la propagande de Daesh, ce qui est idiot. Si vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez des indigènes de la République. Le journal Marianne s'en donne à cœur joie sur eux. Hein. Vous allez voir, les journaux de gauche se sont hyper radicalisés, certains journaux de gauche hyper radicalisés contre ces mouvements-là. Vous forgerez votre opinion, de toute façon. Mais parce qu'il y a tout ce débat qu'en fait la gauche française a été laxiste à l'égard de l'islam pour drainer les voix des musulmans de France, etc., etc. Bon. Et oui, il y a autre chose que je voulais dire, c'est aussi le point de vue un petit peu plus soft, mais qui est problématique aussi, qui est de dire, mais la France a une culture laïque et pas un multiculturalisme façon américain ou canadien. Le multiculturalisme, si vous voulez, je caricature aussi, mais ça prend ses racines dans l'idée du melting pot, c'est-à-dire tous les gens qui viennent sont bienvenus et ils apportent à la culture commune leur culture à eux, melting pot, le chaudron dans lequel on mélange tout, donc à la fin ça fait une pâte mélangée de tout. Et maintenant, comme ça a un petit peu jeté des bulles en Amérique, c'est devenu la mosaïque culturelle, donc c'est le concept de salad bowl, vous en avez peut-être entendu parler, mais les Américains font pas les salades comme nous. C'est que nous, les salades, on mélange comme des cochons, mais eux, les salades, c'est le maïs d'un côté, l'œuf d'un côté, la salade de l'autre, machin, donc c'est pas mélangé. Et donc nous, on a traduit ça par mosaïque culturelle. En gros, ça veut dire que quand c'est le concept, t'as Chinatown, t'as Little Odessa, t'as Little Italy, etc. Finalement, ça n'a pas fait une culture commune, quoique, on peut se poser la question. C'est des mosaïques culturelles, une petite mosaïque avec chacun qui remplit sa petite case tout en gardant ses coutumes. Et donc, dans le débat, on a entendu l'idée que la France est un pays de laïcité et pas un pays de mosaïque culturelle. Et donc, ça légitimerait le refus que par exemple, il y ait de plus en plus de boucheries halal ou des menus halal à l'école ou que tout le monde mange halal en France, des trucs comme ça. Bon, en fait, je pense que le débat, il n'est pas là. Il est que la laïcité ne doit pas devenir laïcisme et que la laïcité est un concept mouvant, c'est-à-dire que la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905, il est temps de l'adapter à 2017. Donc, et c'est pas la même chose de considérer les citoyens français issus de l'immigration pleinement comme des citoyens français. C'est pas pareil que de parler tout de suite de ça va donner un multiculturalisme, etc. Donc tout ce qu'on entend dans les médias, c'est, si vous voulez, il y a plein de petits maillons, et en fait on vous montre le dernier en disant voilà, c'est bien le risque. Alors qu'en fait tout est subtil, il suffit de faire bouger les choses de l'intérieur, c'est un tissu complexe. Donc dans un tissu complexe, il y a les fils à enlever parce qu'ils sont caducs, parce qu'ils sont porteurs d'une négativité, etc. Et des fils à booster parce qu'ils sont fédérateurs, etc. Mais il faut rénover la laïcité, c'est pour moi évident. Ça veut pas dire l'abandonner, quoi. Bon. En tout cas, voilà, donc tout ce débat, vous voyez que tout ce débat sur Daesh, en France, il est pas du tout anodin. Et là, je vous parle du point de vue français parce que, c'est ce que j'ai étudié. Mais j'imagine que quand vous allez regarder, par exemple, les engagés du bloc de l'Est, les problématiques sont pas du tout les mêmes. Et le débat que ça suscite dans les pays n'est pas du tout le même. Tout ça, c'est des réflexions postérieures. Donc, maintenant que vous avez compris quel débat susciter, donc vous voyez que c'est des débats qui, des fois, n'ont rien à voir. D'accord ? Tout le débat qu'on a sur l'identité actuelle, l'identité française à l'heure actuelle, a été suscité par le fait qu'il y a un État islamique, 2014, proclamation du califat, etc., etc., le fait qu'il y a un État islamique, le fait qu'il y ait du djihadisme, mais vous voyez que les indigènes de la République, ils demandent à être traités avec égalité, et du coup on se met à discuter le multiculturalisme français, mais en fait ça a été qu'un déclic, en fait ça a fait un effet loupe. C'est pas un lien de cause à effet, c'est juste que poser la question de Daesh, c'est comme si ça avait fait ressortir tout ce qui était latent dans la société et qui est en fait coincé,
sur la question des descendants d'immigrés, de la citoyenneté française et de l'identité française. Donc, par effet ricochet, le fait qu'il y ait Daesh et le fait qu'il y ait un djihadisme français, ça a créé un espèce de débat très éloigné finalement, parce que quand on va voir finalement qui s'engage dans le djihadisme en France, vous allez voir comme c'est éloigné de tout ce qu'on vient de dire, mais ça a créé un effet boule de neige franco-français qui sont tous les débats que vous entendez en ce moment. Et je voulais absolument en parler dans cet amphi, parce qu'il se dit tellement de choses sur l'identité française que justement il faut que ce soit aussi de la prévention des amalgames, les conférences comme ça, quoi. C'est quand même, que vous puissiez retrouver les sources, penser les choses en différentiel, regarder un petit peu l'histoire, regarder ce que pensent les uns, ce que pensent les autres, tisser tout ça. Pourquoi il y a un débat maintenant sur l'identité française? L'idée, c'est que ça ressort maintenant, mais c'est des choses qui existent depuis 1962, là je prends la date symbolique de la fin de la guerre d'Algérie, mais qui existent depuis très longtemps en France, mais qui ont été, en fait, politiquement, passé au second plan, mis sous silence avec des mesurettes, on crée des ZEP, on crée des machins, voilà. Mais ça n'a pas, c'est un débat qui aurait dû être vivant tout le temps et qui a été étouffé parce qu'il y a des moments où on a besoin de croire que le monde est en paix, parce qu'il y a eu trop de conflits, etc. Et donc là, on se prend, à mon avis, le contre-effet de cette tentative d'aplanir quelque chose qui était encore très tendu. Et là, il a suffi de l'étincelle Daesh et tout le débat franco-français, qui est sain, selon moi. Le problème, c'est les amalgames que ça crée. Mais qui a un débat, si vous voulez, sur qu'est-ce que l'égalité et la fraternité en France et qu'est-ce qu'il faut lâcher de ces idées archaïque sur l'identité française, bien sûr qu'il y a un vrai travail à faire. Il y a un immense travail à faire. Donc ça, je trouve ça très, très positif, finalement, que ce débat ait lieu. Après, il est lamentable, le débat. Mais que le débat ait lieu, que ça ressorte, c'est salutaire, quoi. On va enfin pouvoir... c'est ce à quoi j'œuvre à ma toute petite échelle. Si on pouvait essayer d'en profiter pour trouver des réponses fédératrices, positives, humaines, il serait temps. Alors... Donc, maintenant, j'en viens à l'autre pan de cette histoire, qui est, du coup, qui sont les djihadistes français. Paradoxalement, on pense que les gens qui ont des revendications type indigène de la République sont, en gros, des djihadistes potentiels. Ce qui est totalement faux, puisque, si vous voulez, je caricature, mais parce que après, c'est au cas par cas humain, on le verra plus tard, évidemment. Mais si vous voulez, l'idée, c'est que si vous demandez à être traité en égal sur le territoire français au nom de l'égalité de la République et d'être respecté pour votre culture, c'est pas vous qui allez aller créer un califat pour vivre ailleurs et considérer tout le monde comme des sales couffards, quoi. Donc c'est pas la même chose. En revanche, moi je pense que c'est là où il y a la subtilité, donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est sur l'arrière-plan de crispation que se fonde la propagande. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui ont ces crispations qui forcément s'engagent pour faire le djihad et au nom de l'État islamique, beau lapsus, mais la propagande de l'État islamique va essayer de les ramasser par le biais des crispations qui sont les leurs. C'est la propagande qui fait croire que ce sont les gens qui descendent de l'immigration et qui ont un rapport crispé au passé, ce qui est normal, avoir un rapport crispé au passé colonial français, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain, d'accord ? Ça ne veut pas dire, si vous avez une crispation par rapport au passé migratoire de vos ancêtres, que vous allez vous engager dans le djihad. Par contre, les propagandistes de l'État islamique qui font de la propagande sur le territoire français, ils s'en donnent à cœur joie avec ça. Ils réécrivent l'histoire, ils font jouer les sentiments, ils font jouer sur l'humiliation des parents par le peuple français. Et donc, en fait, ça fait le jeu de la propagande. Cette mise en avant des crispations, c'est pas eux qui s'engagent pour le djihad, c'est le djihad qui vient les pêcher par là. Donc c'est complètement le processus inverse. Et donc ce qu'il faut contrer, c'est pas les musulmans en France qui sont les citoyens français de confession musulmane qui demandent une reconnaissance dans l'égalité, c'est pas eux qu'il faut aller emmerder, pardon du terme, mais c'est pas eux. Ce qu'il faut contrer, c'est la propagande qui joue sur leurs démons. Ça n'a rien à voir. Enfin, excusez-moi, au moins vous voyez que c'est des sujets qui m'importent, quoi. Après, vous pensez de ce que vous voulez, mais ce sont des sujets qui m'importent. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'elle fait, sa propagande ? Et c'est là que vous allez, vous allez rigoler, mais non, je pense pas que ce soit... Déjà, c'est pas drôle. Et ensuite, voilà, mais en tout cas, vous allez constater que le différentiel entre qui on vous fait croire qu'il y a dans le djihad et qui il y a réellement,
c'est surprenant, quoi, en fait. Donc, le fait que la propagande cible les crispations mises sur le devant de la scène des descendants d'immigrés qui, eux, sont pleinement français et qui refusent, enfin, qui s'insurgent contre les crispations du passé, c'est une réalité. Il y a une propagande sur mesure. Pour eux, c'est... Voilà. Du coup, forcément, il y a une partie d'entre eux qui tombe dans les mailles du filet de Daesh et qui s'engagent pour faire le djihad. Ok. Ensuite, il y a des musulmans qui pensent aussi que, je sais pas, la cause de l'État islamique est une bonne cause. Donc, il y en a aussi qui s'engagent parce que, voilà. Pour eux, la propagande, ça va être l'idée de, voilà, un pays laïque vous empêche de pratiquer votre religion comme vous l'entendez. Venez dans le califat, enfin dans l'État islamique. EI, c'est État islamique, et vous savez que les initiales complètes, c'est EIIL, donc État islamique de l'Irak et du Levant. Le Levant, c'est toute cette zone entre le Tigre et l'Euphrate, les deux grands fleuves de Mésopotamie. Donc ça revient encore, c'est la question des territoires, vous savez que l'ancrage territorial des religions, etc., vous voyez l'idée. Et donc c'est pour ça que le califat est sur cette terre-là. Donc il y en a aussi, donc il y a des musulmans que la laïcité emmerde. Ça ne veut pas dire que c'est des djihadistes dans l'âme, mais ça veut dire que la propagande va aller les pêcher aussi. En disant, voilà, vous trouverez un pays où vous pourrez suivre tous les rituels musulmans sans être emmerdé par ces koufars, etc., etc. Et c'est ce que vous voyez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série en 4 épisodes ou 5 épisodes, The State, l'État, The State. C'est une série anglaise qui a beaucoup fait parler d'elle et qui est vraiment bonne, quoi. Alors forcément, c'est toujours un peu caricatural parce que ça crée des archétypes qui incarnent différentes causes. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'engage parce que son frère s'était engagé, il est mort au combat, donc il a une responsabilité familiale. Ça, c'est de l'émotionnel humain, c'est pas religieux ou quoi que ce soit. Vous avez une Anglaise qui est médecin et qui trouve qu'elle n'a pas suffisamment de marge. Alors là, c'est une Anglaise, c'est anglais, hein, donc c'est un petit peu périphérique à ce que je dis, mais vous avez quand même des archétypes. Et elle, du coup, a envie de pratiquer pleinement sa religion, de vivre dans un pays où, voilà, la foi est la règle, etc., etc. Et elle découvre la réalité du terrain. Elle part avec son petit gamin et quand elle voit ce qui est fait par Daesh, elle déchante. Elle est médecin et elle veut aider les hommes qui tombent au front, etc. Et on lui dit non, tu peux pas être médecin chez nous parce que t'es une femme, donc t'es impure, etc., blablabla, voilà. Donc vous avez des cas de figure comme ça qui montrent un petit peu les formes d'engagement et le différentiel des formes d'engagement. Donc voilà pour cette dimension-là. Donc vous avez des musulmans où il y a une propagande sur mesure qui dit voilà, il y a une terre où vous pouvez vivre selon les lois, enfin selon ce qui est dit dans le Coran, selon la charia, etc. Et vous pouvez comprendre que humainement, avec une bonne propagande, si on vous cache bien ce que c'est l'État islamique et ce que c'est la réalité de ce qui se passe en Syrie et en Irak, qu'un croyant, profondément croyant, ait envie de pratiquer sa foi dans un endroit où on vous dit que c'est consacré à la foi musulmane, c'est pas un engagement de fou furieux, hein, c'est bon. Donc il y a une propagande sur mesure pour eux. Et après, il y a une propagande périphérique qui est beaucoup plus complètement nouvelle, déjà, complètement nouvelle, c'est celle des néo-convertis. Et en fait, là où c'est vachement fort, quoi. C'est la première fois qu'on voit une forme de propagande comme ça. C'est très fort parce que, si vous voulez, la propagande, en principe, le propre de la propagande, c'est d'être la même soupe pour tout le monde. Vous voyez, vous avez dû voir, entendre parler de la propagande type Goebbels, la propagande du Troisième Reich, ou la propagande soviétique, ou la propagande maoïste. En gros, c'est on vous bombarde, c'est ce qu'il y a dans 1984, monté en roman, on vous bombarde avec le culte de la personnalité, on vous donne des faux chiffres, enfin, on vous bombarde. Donc, si vous voulez, c'est la même chose pour tous. Tellement bombardé que tu arrêtes de penser, et quelque part, c'est le climat ambiant et tu t'y conformes. Bon. Le truc de ce qui se passe actuellement, c'est que le stock de propagande est à la fois illimité et complètement sur mesure via Internet. C'est-à-dire que comme les propagandistes vont cibler sur ton profil Facebook, ils regardent ton profil et ils te donnent les arguments qui te correspondent. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à attraper des gens qui n'ont rien à voir avec les problématiques de l'État islamique. Et donc ils vont jouer
sur des choses complètement humaines et complètement légitimes. Il y a des nanas qui se font harponner à 13 ans. En gros, bah voilà, c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est par définition le moment où on remet, parce qu'on commence à avoir de l'esprit critique, où on commence à prendre conscience que ce qu'on nous a appris dans nos familles est relatif. Et ça, c'est très sain aussi, l'adolescence, de remettre en question ce qui nous a été donné comme, comme ensemble de valeurs, de croyances, etc. C'est très sain. Le truc, c'est que si à ce moment-là, tu remets en question ce qui t'a été dit, et qu'il y a quelqu'un qui t'attrape de l'autre côté en disant, bah voilà, tes parents, ils t'ont élevé dans... Enfin, par exemple, vous avez sur votre profil Facebook, vous voyez que dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, vous mettez le smiley triste, voilà, c'est quelqu'un de sensible, vous vous engagez dans Amnesty International, dans des causes humanitaires, etc. Le mec, il voit ton profil, il va te harponner en disant, ah ouais, bah tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mais c'est pas du tout ça, la vie. L'avenir, c'est pas d'aller consommer et d'être le plus riche possible. C'est vachement triste de penser comme ça. Et donc, bah, moi, on me dirait ça, je dirais, bah ouais, c'est vrai. J'aurais 13 ans, enfin, quand j'avais 13 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, bah oui, c'est vrai. Le but de ta vie, c'est vraiment de gagner le plus de pognon possible. Il n'y a pas une cause qui te tient à cœur. Donc là, on avance. Bah oui, donc tu remets en cause ce que t'ont dit tes parents, et après, paf, dans la propagande, on te fait passer de ce qu'ils t'ont dit est à relativiser, ah, mais en fait, eux, ce sont des mécréants, quoi. Et donc, tu dois plus les écouter jamais. Et donc, qui tu dois écouter? Nous, moi, parce que moi, je t'aime. Et là, t'es perdu, t'es sans code, parce que du coup, tout ce que tu croyais avant, on te montre que c'était faux. Et c'est vrai que dans le bullshit des parents, il y a toute une partie qui est à mettre à la poubelle, chez tout le monde. D'accord? Après, on aime beaucoup nos parents, etc. Mais il y a toujours une part de bullshit, quoi. Je veux dire, c'est chez tout le monde. Même moi, dans ce que j'enseigne à ma fille, il y a des trucs, je me dis, mais quand elle va découvrir l'histoire, là, je suis en stress pour le Père Noël, là. Elle a 6 ans. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai qu'une envie, c'est de lui dire depuis qu'elle est née que voilà, c'est de la merde, c'est pas vrai, quoi. Et le truc, c'est que je pense que mes beaux-parents en feraient une attaque cardiaque. Donc en fait, je fais croire au Père Noël à ma fille pour que mes beaux-parents soient pas vénères, en fait. Parce que eux, faire le truc avec les effigies du Père Noël partout dans la maison, c'est le but de leur vie à Noël. Bon. Donc, c'est un peu chiant. Donc voilà, mais il y a toujours du bullshit comme dans les familles, quoi. On raconte des petits trucs qui nous arrangent, on simplifie. Quand votre gamin il traverse la route en courant et que vous lui donnez une fessée, que le lendemain, une fessée. Ah bah quand ils ont 2 ans, tu fais tu fais pas ça, parce que sinon ils le refont le lendemain et je préfère qu'il ait une tape sur la fesse que d'être écrabouillé. Bon, après s'il y a plein de débats sur la fesse, c'est bon. Donc un jour tu fais ça et le lendemain, toi t'es à la bourre pour le boulot, tu regardes à droite, tu regardes à gauche et tu traces et ton gamin il te voit, il fait oh. Oh maman. Alors du coup, t'es là et t'attends le petit bonhomme vert. Comme un con. C'est l'horreur. Bon. Donc, tout ça, bon, ça me permet de respirer aussi. Je fais des petits moments aussi de pause mentale, c'est un sujet difficile quand même. Donc voilà, donc tout ça pour dire que voilà, il y a un moment où, une fois que t'as mis le pied dans la porte en disant hop, ce que t'ont dit tes parents, c'est pas forcément vrai, ça c'est le moment de l'adolescence. Toi, tu perds un peu tes repères, déjà, qui sont un petit peu, voilà. Et si vous voulez, Daesh s'infiltre dans ce que nous, enfin, moi, ado, je sais pas, tu vois, il y a ceux qui virent gothique, il y a ceux qui, je sais pas, qui font partie d'un squat, il y en a qui font partie d'un squat d'artistes. Enfin, on se cherche des repères qui sont autres que ceux de notre famille. Enfin, moi, j'ai fait une belle crise d'adolescence, donc je peux en témoigner. Et du coup, le truc, c'est que là, dans le sur-mesure de Daesh, vous avez des gens qui vous fournissent ce dont vous avez besoin. Et donc, l'idée, c'est t'as pas de repère, nous, on va t'en donner. Et là, c'est tout le repère, l'Oumma, la communauté des croyants, et tout ce qui est... Alors là, donc, on vous coupe... la propagande vous induit à considérer tout ce qui a été dit avant comme relatif, et donc susceptible d'être faux. Et on vous propose autre chose qui donne ce qui vous manque. Et donc, en gros, l'adolescent occidental, souvent, ce qui lui manque, c'est un sens. Je veux dire, à un moment, chez mes parents qui sont de la génération où ils sont rentrés dans le monde du travail en 74, tu vois, c'était le plein emploi. Donc eux, leur rêve, c'est ce que tu lis dans les choses de Georges Perec. Leur but dans la vie, c'est waouh, avoir un canapé consommé, avoir un statut social, une reconnaissance, c'était la fête pour eux. Nous, il y a moins de boulot, vous encore moins. Donc du coup, votre avenir, c'est quoi? Accumuler le plus de diplômes possible pour avoir un boulot qui vous plaît pas? C'est une vraie problématique, ça. Là où ça pose problème,
C'est quand il y a des gens qui vous disent, bon ben voilà, à la place de ça, oublie tout ça et pense à ta foi, etc. Et jusque-là, on est bon, parce que des gens se convertissent à l'islam, si ça leur donne un sens, ou au christianisme, ou à ce que tu veux, c'est très bien. Enfin, je veux dire, j'en pense rien, moi. Tant que c'est un acte sincère pour te rapprocher de quelque chose qui donne du sens, évidemment, c'est un système de pensée. Tu peux le trouver aussi chez Socrate. Voilà, chercher des maîtres à penser, c'est le propre de l'adolescence. Le problème, c'est que quand tu tombes sur Socrate, t'es un petit peu plus safe que quand tu tombes sur Omar Homsen, le mec qui gère la propagande Daesh, quoi. Vous n'avez pas affaire aux mêmes personnes. Et du coup, ton besoin de sens, c'est le sacré. Déjà, convertis-toi. Donc, le gars, la nana se convertit, voilà, c'est un premier pas. Et après, il y a toute la structure qui est, non, mais ça se pratique pas comme ça, il faut que donc il y a une radicalisation, etc. Après, les autres sont des infidèles, et surtout, il y a un accueil dans la communauté. Donc, une fois que tu t'es détaché de ça, en principe, donc c'est ce que je disais, il y en a qui deviennent gothiques, c'est une petite communauté, il y en a qui se prennent des repères autres, je sais pas, c'est essayer de chercher un groupe qui n'est plus la pensée de tes parents, mais qui est une communauté de pensée. Ça, c'est en gros, c'est le principe de l'adolescence, quoi. C'est l'étude sociologique de base sur l'adolescence. Bon. Et la propagande djihadiste est assez forte pour ça, parce qu'elle propose carrément un changement d'identité totale, qui est qui est pour l'adolescent porteur, ludique, et si vous voulez adopter la mode gothique et aller sur des sites gothiques, ça éclate certains, et il y en a qui se mettent à aller sur les sites où on leur explique comment ils vont plus s'appeler, je sais pas, Sophie machin, mais qui peuvent se choisir un nom. Alors vous savez que c'est père et mère, Abou machin et quelque chose, et donc ils vont se chercher une espèce de mythologie personnelle. Voilà, il y en a qui rajoutent des autocollants sur leur portable Apple, et il y en a qui se cherchent un nom avec machin. Je veux dire, c'est ce que tu fais sur aussi, je sais pas, sur les jeux vidéo quand tu crées ton personnage qui te ressemble, etc. C'est pas que l'adolescence, tu peux faire ça à tous les âges. Voilà, cette question d'identité aussi, en fait, au fond de toi, au fond de la personne que ça concerne, ça crée vraiment un truc énorme, parce que ce qui se passe en creux, c'est que c'est une conversion d'identité. En changeant ton nom, psychologiquement, on change ta filiation, on change tes racines, on change tout un tas de choses qui sont hyper profondes et personnelles. Et donc, au bout d'un moment, quand vous avez une nana qui se met à porter le voile intégral, à se faire appeler machin, etc., il n'y a plus qu'à lui dire, maintenant, si tu veux pratiquer en paix, il faut que tu quittes ces mécréants et que tu viennes sur la vraie terre où tu seras accueilli par nous, par notre communauté, etc. Et donc, si vous voulez, je pense que l'élément clé à retenir, je dépasse l'heure ou non, c'est juste que je suis pas intéressante. Pratiquant, quoi. Donc, c'est chaud. Voilà. Alors, du coup, j'en termine avec ce qui me semble important, la notion humaine. Et du coup, je pense que pour comprendre la radicalisation, il faut comprendre que ce ne sont pas que des gens qui veulent pratiquer l'islam dans les règles de l'art, dans un pays où ils seront bien accueillis. Déjà, la réalité du terrain, c'est une réalité odieuse et horrible. On pourra en reparler après. Là, j'essaie de terminer pour que vous ayez le temps pour poser des questions. Donc, c'est une réalité horrible qui n'a rien à voir avec ce qui est dit dans la propagande. Et les djihadistes sont loin d'être de grands pratiquants. Je vous renvoie au bouquin de Hannah Erel, qui est une journaliste qui a été pendant un mois, qui s'est fait passer pour une jeune fille qui venait de se convertir et qui voulait rejoindre la Syrie. Et elle est tombée en contact sur un gars qui se faisait appeler Abou Bilal et qui était un des bras droits, c'est ridicule, mais une des personnes qui était en contact direct avec le fondateur de l'EI, du califat, al-Baghdadi. Et donc, elle a été en contact avec lui, elle s'est fait passer pour une néo-convertie, et du coup, le mec lui a dit, tu seras ma femme, il lui a proposé de le rejoindre en Syrie pour se marier avec elle. Et dedans, il est là, ouais, mais viens, chez Daesh, on est pété de thunes, tu vas avoir une calache toute neuve et tout. Tu te dis, mais s'ils essaient de te faire croire que là-bas, c'est la zone de la grande pratique musulmane profonde, t'as envie de rigoler, quoi.
Voilà, les références du mec, c'est toutes les références occidentales. La première chose qu'il demande à la nana quand elle a franchi la frontière, il dit vas-y à l'aéroport, achète-moi un parfum de marque. J'aime bien les parfums Dior. Bah, tu t'es dit mais bon d'accord, ok, c'est n'importe quoi. Tout ça est très bien décrit dans The State et très bien décrit dans le bouquin d'Anna Erel qui s'appelle Dans la peau d'une djihadiste, où elle raconte tous les échanges qu'elle a eus avec ce gars-là par Skype et tout. Et donc voilà, ce que je veux que vous compreniez, c'est que, à mon avis, ce qu'il faut combattre, c'est la propagande, et pas les gens qui se font prendre par cette propagande. Et je pense qu'il y a un fossé entre ça. Les gens qui se laissent prendre, c'est soit des bons musulmans qui voudraient pratiquer, soit des gens crispés à qui on a secoué les vieux démons pour leur faire croire qu'ils allaient trouver quelque chose, soit des gens qui sont solitaires et qui cherchent une communauté de rattachement, qu'ils soient adolescents ou pas, peu importe. Ceux aussi qui sont des grands déçus de l'Occident, et l'Occident est riche de déceptions, puisque voilà, l'avenir actuel, c'est pas un avenir extrêmement brillant pour ceux qui passent à l'âge adulte en ce moment. C'est pas, voilà, il y a pas beaucoup d'idéologies porteuses, d'idéologies dans le sens positif du terme, donc de philosophie porteuse, on va dire, n'a pas beaucoup. C'est pas le développement personnel qui est mis sur le devant de la scène à l'école, c'est plutôt les diplômés, les gens pourraient s'intégrer. Donc voilà, donc en fait c'est la propagande qui, en faisant du sur-mesure, va chercher les problématiques individuelles et personnelles et qui sont des problématiques humaines. Pour vous montrer ça, je terminerai en parlant de la déradicalisation. En gros, donc je vais vous citer juste deux, trois exemples. En fait, quand les gens reviennent de Daesh, malheureusement il y en a peu, mais il y en a qui sont interceptés à la frontière, il y en a qui laissent tomber, il y en a, tout ça. En fait, quand ils reviennent, donc déjà, il y a un aspect schizophrénique parce que ils viennent de laisser tomber tout le bagage de leur famille, de leur ascendance, de leurs croyances, pour adopter celle de Daesh. Et quand ils reviennent, on leur dit que celle-là était fausse, quelque part fausse aussi. Donc c'est pire qu'une schizophrénie, en fait. C'est plutôt un truc dans le genre... donc ce que Dounia Bouzar, vous iriez chercher qui c'est Dounia Bouzar. Dounia Bouzar, elle appelle ça la zone grise. Quand la personne revient, qu'elle comprend que Daesh, c'était aussi une idéologie, que c'était aussi faux, mais que du coup, si rien d'avant n'était vrai, que rien de Daesh n'était vrai, il faut se construire une personnalité propre. Moi, je pense que ça, c'est une crise, quand on appelle la crise de la quarantaine, etc., etc. Je trouve que c'est très salutaire. Alors, pas la peine d'aller d'aller au CHAM pour construire sa personnalité. Effectivement, il y a un moment où il faut purger ses acquis pour se demander qui on est vraiment, quoi. Donc, elle les récupère un peu dans cet état. Et en gros, y a différentes techniques. Oui, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que pour les récupérer, pour leur redonner goût à la vie, en fait, parce que les gens sont complètement détruits quand ils reviennent, elle fait appel, justement, elle fait vraiment de la contre-radicalisation. C'est-à-dire que la radicalisation a fait appel à ce qu'il y avait d'humain dans la personne, les aspirations réelles de la personne, pour proposer une propagande sur mesure. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va reprendre à la base quelles étaient les frustrations et les aspirations de la personne avant qu'elle se fasse endoctriner, pour y donner une réponse positive. L'exemple, c'est que finalement, quand vous regardez pourquoi les gens sont engagés, vous avez des choses folles, tellement intimes et tellement minuscules par rapport à ce qu'on croit. Vous avez par exemple l'exemple d'une fille qui a pris le voile parce qu'elle en avait marre, en fait, des injonctions occidentales à être belle, à être comme ci, à avoir des nichons comme ça, avoir un cul rebondi, machin. Et du coup, elle a commencé par se voiler sans être musulmane. Et après, elle a commencé à appeler les autres mes sœurs, elle a s'intéressé à leur religion et ceci. Et elle s'est fait récupérer par Daesh. Et Dounia Bouzar, elle la reprend au moment où où la fille était en souffrance à cause des injonctions sur son corps. Et l'idée, c'est non pas de lui dire ce que t'as dit Daesh, c'est de la merde, mais de dire ton problème, en fait, c'est ça. Et donc, il faut que tu trouves une réponse à ce problème-là et on va t'aider. Et du coup, comment trouver les moyens dans la société occidentale de vivre bien en se libérant des injonctions sur le corps féminin? C'est une vraie problématique et c'est normal que les jeunes filles et les femmes y réfléchissent. Autre exemple masculin, un gars qui s'est engagé, qui a fait qui est parti au Cham, parce que, quand il a raconté plus tard, il a dit, moi j'avais été, je sais plus s'il avait été abandonné par ses parents ou planté par ses ex-petites copines, je sais plus. Mais il a dit, ce qu'on m'a dit,
c'est que une fois que je serai en Syrie ou en Irak, enfin les territoires conquis, dans le califat, j'aurai tout pouvoir sur ma femme. Et donc je me suis dit qu'elle me quitterait pas. C'est hyper humain, quoi. Voilà, les propagandistes sont allés le chercher là-dessus. Et le mec y est allé. Et quand il est rentré, voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Enfin, que fait Dounia Bouza? Elle reprend ces gens-là sur quelle était la problématique de base. Enfin, il y a des moyens de rencontrer des gens qui ont la même crainte ou les mêmes ou qui peuvent pallier ce manque. Voilà, donc il y a plein de solutions hyper humaines. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui est hyper dangereux, c'est la propagande. Et la réponse à la propagande, c'est l'écoute des désirs réels qui ont conduit à chercher autre chose que le modèle qu'on avait, à oublier la propagande qui nous a été donnée par Daesh parce qu'elle a été ciblée sur mesure par rapport à nos démons, et à chercher une réponse réelle personnelle aux questions légitimes qui sont celles de tout un chacun. Pour conclure, je vous dirais que donc je pense qu'on ne peut pas comprendre toutes ces problématiques-là sans revenir à l'humain. Je pense que c'est là où c'est central. Que si tu reviens vraiment à des structures, si vous revenez à des structures qui sont celles de la souffrance, du mal-être, etc., je pense que c'est là qu'on détient la clé. Et je dirais qu'en fait, ce que fait croire la propagande, c'est qu'il y a une unité dans la violence. Et ça, je pense que c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. De faire croire qu'il y a plein de gens qui sont rageux et prêts à défoncer tous les gens qui pensent pas contre eux et que ces gens-là forment une unité. Le problème, c'est qu'ils se sont donné un nom, les propagandistes de l'EI qui se rattachent au califat et à Daesh. Et du coup, ça donne une vision extrêmement pessimiste de l'humanité que je ne partage absolument pas. Cette vision très pessimiste de l'humanité, c'est que les gens arrivent toujours à se fédérer dans la violence et la haine. Je pense que c'est totalement faux. Moi qui participe à de nombreux mouvements de transformation sociale, etc., je peux vous dire que des bonnes volontés, il y en a au moins 100 fois plus que des mauvaises volontés. Que donc le problème, c'est un problème d'arriver à fédérer. C'est le problème, si vous voulez, d'un gros parti et des micro-partis. Si vous mettez ensemble tous les micro-partis qui ne pensent pas la même chose que le gros parti, vous avez toujours plus de ce côté-là que de l'autre. Mais pourtant, c'est le gros parti qui remporte les élections parce qu'il est fédéré. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai lancé un appel que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, que j'avais appelé l'appel Ashram. Ashram pour contrer en fait l'appel à la résistance islamique mondiale. Ça a très bien marché. Moi, je pense qu'il faut lancer l'appel inverse. Je l'ai appelé Ashram. Ashram pour appel à la solidarité humaine, radicale, mondiale, en référence aux ashrams qui sont des lieux de vie communautaire, en référence au sacré, etc. Et donc, l'idée, c'est que je pense que si on arrive à fédérer les forces positives et à donner une apparence lisse, réelle de tous ces mouvements en faveur de ça, on arrivera à montrer que les mouvements violents et haineux sont fédérés faussement et donnent une vision pessimiste du monde qui est fausse. Je vous remercie beaucoup, c'était long, merci pour votre attention.